Bonjour à tous, je suis Mathieu Plotard, conseiller haut niveau et haute performance au CREPS des Pays de la Loire. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'étude que nous avons menée sur le tennis de table en réalité virtuelle. Ma présentation se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, je vais préciser le contexte et la réflexion qui ont conduit à l'émergence de notre problématique. Dans une deuxième partie, je vous décrirai le protocole expérimental mis en place pour répondre à cette problématique. Enfin, la dernière partie de cette vidéo sera consacrée à la présentation et à la discussion des résultats de notre étude. En 2021, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a reconnu dans la délégation de 3 fédérations les e-disciplines suivantes: le e-cyclisme, le e-planeur et le e-tennis de table. Lors des discussions préalables à cette reconnaissance, il a été considéré que la pratique virtuelle de ces 3 sports entraînait une dépense énergétique significative et se rapprochait suffisamment de la pratique sportive conventionnelle. Le pôle ressources nationales Sport Innovation, structure d'appui de la direction des sports implantée au CREPS des Pays de la Loire, a souhaité initier une réflexion autour de cette thématique. Dans le prolongement des premiers championnats de France de ping VR, co-organisés avec la Fédération française de tennis de table, nos recherches se sont naturellement orientées vers la pratique du tennis de table en réalité virtuelle. Ce travail a notamment fait l'objet d'une collaboration entre le PRNSI, le CREPS des Pays de la Loire et la Maison régionale de la performance. Lorsqu'on cherche à répondre à une question via la méthode scientifique, la première étape consiste à consulter les études déjà existantes sur le sujet. Il faut donc se rendre sur un moteur de recherche bibliographique, en l'occurrence PubMed, et renseigner les mots-clés dans la barre de recherche. Actuellement, la combinaison des termes clés tennis de table, réalité virtuelle et dépenses énergétiques n'est associée à aucune référence bibliographique. Il était donc nécessaire de construire un protocole expérimental visant à répondre aux questions que nous nous posions. Pour préciser notre problématique, nous avons élargi notre champ de recherche en supprimant la requête tennis de table. La combinaison des termes réalité virtuelle et dépenses énergétiques renvoyait à 31 articles scientifiques. Mais à notre grande surprise, aucune de ces études ne comparait la dépense énergétique associée à la pratique en réalité virtuelle à la version conventionnelle de cette pratique. Pourtant, cette comparaison nous semblait pertinente en regard des usages spécifiques de la réalité virtuelle. En effet, dans le domaine de l'activité physique, la réalité virtuelle est principalement mobilisée dans des objectifs de rééducation, de santé, voire de performance. Prenons l'exemple de la rééducation. Dans ce contexte, la réalité virtuelle est utilisée pour simuler l'activité sportive tout en limitant les contraintes qui pourraient s'appliquer sur la structure lésée. Des études comparant les deux modalités de pratique permettraient d'optimiser la planification et le dosage de la réalité virtuelle dans le processus de retour de blessure. Dans un objectif de santé, la réalité virtuelle apparaît pour de nombreux observateurs comme un moyen d'étendre la lutte contre la sédentarité. Néanmoins, avant de programmer de l'activité physique en réalité virtuelle, il est nécessaire d'en établir la balance bénéfice-risque attendue et de la comparer à celle des pratiques sportives conventionnelles. Enfin, si l'utilisation de la réalité virtuelle dans un objectif de performance fait progressivement son chemin, la question du transfert des compétences acquises vers la pratique conventionnelle fait toujours débat. Aussi, des études comparatives permettraient d'identifier les différences entre les deux modalités de pratique et ainsi d'optimiser les stratégies d'entraînement en fonction des effets attendus. À partir de ce constat, nous avons souhaité construire un protocole de recherche qui permettrait de caractériser précisément l'activité du pratiquant en réalité virtuelle, mais également de la comparer à l'activité associée à la discipline conventionnelle. Pour décrire et comparer, nous avons choisi de nous intéresser aux caractéristiques de jeu, ainsi qu'à la réponse cardio-respiratoire, énergétique et perceptuelle du pratiquant dans les deux modalités de pratique. Pour réaliser notre étude, nous avons mené une campagne de recrutement au sein du CREPS des Pays de la Loire. Les sujets devaient être âgés de 18 à 60 ans, en bonne santé, ne pas présenter d'antécédents de cinétose et avoir déclaré moins de 200 heures de pratique cumulée en tennis de table conventionnel et en réalité virtuelle. 14 sujets
11 hommes et 3 femmes, se sont portés volontaires. En moyenne, les sujets étaient âgés de 33 ans, mesuraient 1,78 m pour 78 kg et déclaraient pratiquer 6h30 d'activité physique hebdomadaire. En raison du faible nombre de sujets, nous avons opté pour un plan d'étude croisé, c'est-à-dire que dans notre protocole, chaque participant était testé dans les 2 modalités de pratique. Après avoir été soumis à la procédure d'inclusion, l'ensemble des participants étaient réunis pour 2 sessions de familiarisation. La première au tennis de table en réalité virtuelle, la deuxième au tennis de table conventionnel. Puis, les sujets participaient à 2 sessions de test, l'une dans chaque modalité de pratique, dans un ordre aléatoire. La session de familiarisation à la réalité virtuelle consistait à réaliser 12 matchs contre l'intelligence artificielle, c'est-à-dire 3 matchs à chacun des niveaux proposés par le jeu. À partir des résultats obtenus, nous avons établi un classement sur la base du niveau de jeu en réalité virtuelle. La session de familiarisation au tennis de table conventionnel consistait à réaliser 13 matchs de 5 minutes, c'est-à-dire un match contre chaque participant. À partir des résultats obtenus, nous avons établi un classement sur la base du niveau de jeu en tennis de table conventionnel. Ces classements nous ont permis d'organiser des matchs par niveau de jeu. Pour la réalité virtuelle, le joueur classé numéro 1 affrontait le joueur classé numéro 2. Le joueur classé numéro 3 jouait contre le joueur classé numéro 4, et ainsi de suite. Idem pour les matchs en tennis de table conventionnel. Notre étude a donc porté sur 14 matchs, 7 matchs en réalité virtuelle et 7 matchs en tennis de table conventionnel, opposant des joueurs de niveau de jeu homogène, chaque joueur participant à 2 matchs, l'un dans chaque modalité de pratique. L'ordre des matchs était ensuite tiré au sort et les créneaux étaient fixés en fonction de la disponibilité des joueurs. Afin de rendre possible la comparaison des 2 modalités de pratique, la durée des matchs était standardisée et fixée à 30 minutes. Pour maintenir un enjeu compétitif, les joueurs étaient informés qu'à l'issue des 30 minutes de jeu, un vainqueur serait désigné en comptabilisant le nombre de manches gagnées. Les matchs avaient lieu dans la salle de tennis de table du Krebs des Pays de la Loire, dans un espace rectangulaire de 12 par 6 mètres, délimité par des barrières de séparation. Lors des sessions de test en réalité virtuelle, chaque joueur était équipé d'un casque et de 2 manettes de modèle MetaQuest 2, lui permettant de jouer au jeu Eleven Table Tennis en mode 2 joueurs. Ce jeu de tennis de table en réalité virtuelle est le plus pratiqué au monde et compte près de 2 millions de pratiquants. Lors des sessions de tennis de table conventionnelles, le match se déroulait selon les règles ITTF. Entre chaque point, les joueurs avaient pour consigne de se diriger en marchant vers la balle la plus proche, qu'elle soit située au sol ou dans le seau de balle placé à côté de la table. Tous les matchs faisaient l'objet d'une captation vidéo visant à déterminer les caractéristiques de jeu. Lors des sessions de tennis de table conventionnelles, l'ensemble des matchs était filmé à partir d'un iPad Pro fixé sur un trépied. Lors des sessions en réalité virtuelle, l'environnement virtuel était exporté et enregistré depuis le point de vue de chaque joueur. Lors de chaque session de test, les sujets étaient équipés d'un masque Hans Rudolph sur lequel était fixé un débitmètre à turbine, lui-même relié à un système d'analyse de gaz portable de la marque Cosmed, ainsi que d'un cardiofréquencemètre thoracique Garmin. Cet équipement permettait d'obtenir une mesure directe ou indirecte de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de la consommation d'oxygène, du quotient respiratoire et de la dépense énergétique. Au cours de la session de test, la réponse perceptuelle à la pratique était recueillie à partir d'un questionnaire numérique. Les sujets évaluaient leur niveau perçu d'effort physique, d'effort mental, de plaisir, de fatigue physique et de fatigue mentale. Chaque item incluait le nom du construit, sa définition, développée à partir de la littérature scientifique existante, la question posée, une échelle visuelle analogique composée d'un curseur qui pouvait être déplacé entre les valeurs extrêmes 0 et 11, et 2 ancrages faisant appel à une situation ou à un souvenir décrivant les valeurs 0 et 10.
L'ensemble des mesures que je viens de vous décrire étaient réalisées dans deux conditions. Dans un premier temps, les variables physiologiques, c'est-à-dire la réponse cardio-respiratoire, étaient mesurées en conditions de repos. Pendant 6 minutes, les sujets restaient en position assise et en silence. Pour favoriser leur relaxation, ils portaient un masque de nuit occultant et un casque auditif diffusant une musique relaxante. À l'issue des 6 minutes, les sujets répondaient à un questionnaire visant à décrire l'expérience perceptuelle associée à cette phase de repos. Après ces premières mesures, les deux joueurs disposaient de 5 minutes pour s'échauffer librement dans la modalité de pratique du match à venir. Avant de débuter le match, les investigateurs rappelaient les principales consignes et règles de jeu, puis lançaient les enregistrements vidéo de fréquences cardiaques et de gaz expiré. Après 30 minutes de jeu, le match était stoppé et les sujets répondaient une nouvelle fois au questionnaire perceptuel. Pour décrire le jeu pratiqué lors des matchs, nous avons utilisé 3 familles de variables. Nous avons d'abord caractérisé les échanges. Les échanges correspondent aux séquences pendant lesquelles la balle est en jeu, c'est-à-dire les périodes comprises entre un service et un point, ou un let. Pour chaque échange de chaque match, nous avons calculé le nombre de coups, la durée et la fréquence des coups associés à l'échange, et moyenné ces données sur l'ensemble du match. Nous nous sommes également attachés à décrire les séquences non jouées. Elles correspondent aux séquences où la balle n'est pas en jeu, c'est-à-dire les périodes entre un point, ou un let, et un service. Nous avons différencié les séquences non jouées entre les échanges et les séquences non jouées entre les manches. Enfin, nous avons également mesuré des indicateurs à l'échelle du match, comme la durée moyenne des manches, le nombre de points et de coups par minute, le temps de jeu effectif, ou encore le ratio entre le temps de jeu et le temps de récupération. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez prendre connaissance des définitions de chaque indicateur. Pour mesurer précisément chaque variable, nous avons réalisé un séquençage vidéo à partir du logiciel Adobe Premiere Pro. Il s'agissait d'étiqueter dans la vidéo les événements correspondant à un service, un coup, un let, un point ou à la fin d'une manche. Ces événements ont été rigoureusement définis à partir des règles de jeu ITTF et des protocoles déjà existants dans la littérature. Voici l'illustration d'un séquençage vidéo dans les deux modalités de pratique. Cette séquence est extraite d'un match de tennis de table conventionnel. L'étiquette service était attribuée à la dernière image où la balle était stationnaire sur la paume de main du serveur. L'étiquette coup était attribuée à l'image la plus proche du moment où la balle entrait en contact avec la raquette. Enfin, l'étiquette point était attribuée selon les critères définis par le règlement ITTF. Les mêmes critères ont été appliqués au match en réalité virtuelle. À la fin du séquençage vidéo, nous obtenions un tableau Excel à 2 colonnes, l'une renseignant l'événement étiqueté et l'autre le code temporel correspondant. Puis, à partir d'un script rédigé sous le logiciel MATLAB, nous obtenions pour chaque match une valeur pour chaque caractéristique du jeu. Les variables physiologiques enregistrées sur l'analyseur de gaz ont également été traitées via un script MATLAB spécifiquement développé pour l'étude. Voici un exemple de l'évolution des variables physiologiques lors de la phase de repos. Les données de repos que nous allons vous présenter ont été calculées en moyennant les données de la dernière minute de cette phase. Voici maintenant un exemple des données brutes obtenues au cours d'un match. Pour chaque variable, nous avons calculé une valeur moyenne sur les 30 minutes de match. Nous avons également moyenné les valeurs par cycle de 6 minutes
dans le but de décrire la cinétique d'évolution des différentes variables. Enfin, les données issues du questionnaire perceptuel ont été recueillies et, comme les autres données, compilées dans un tableau afin d'être traitées statistiquement. Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à partir du logiciel gratuit et open source JASP. Pour les variables associées aux caractéristiques de jeu, un test de student pour échantillon indépendant a été réalisé dans le but de comparer les deux modalités de pratique, conventionnelle et en réalité virtuelle. Pour les variables physiologiques moyennes et les variables perceptuelles, nous avons réalisé des tests de student pour échantillons appariés, visant à comparer 2 à 2 les données de repos et de match entre les deux sessions de test. Enfin, pour comparer l'évolution des variables physiologiques au cours du match, une analyse de variance, ANOVA, à mesure répétée à 2 facteurs, a été réalisée. Avant chaque test de student, la normalité des données a été vérifiée grâce à un test de Shapiro-Wilk. Lorsque l'hypothèse de normalité était rejetée, nous utilisions le test non paramétrique de Mann-Whitney. Avant chaque analyse de variance, la sphéricité des données a été vérifiée grâce à un test de Leven. Lorsque l'hypothèse de sphéricité était rejetée, nous réalisions une correction de Greenhouse-Geyser. La grande majorité de nos résultats est présentée sous forme de tableau. Le nom des variables apparaît dans la colonne de gauche. Les données mesurées lors des sessions de tennis de table en réalité virtuelle sont rapportées dans la colonne bleue, tandis que les données associées aux sessions de tennis de table conventionnelles sont rapportées dans la colonne rouge. Ces données sont présentées sous le format moyenne plus ou moins écart-type. Pour chaque variable, nous avons également rapporté la valeur P obtenue à partir du test de student. La valeur P est utilisée pour rejeter ou conserver l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'hypothèse postulant l'égalité entre les valeurs moyennes obtenues en réalité virtuelle et en tennis de table conventionnel. Concrètement, lorsque la valeur P était inférieure à 0,05, nous avons considéré qu'il existait une forte probabilité pour que les deux valeurs moyennes ne soient pas égales. La valeur P peut être suivie d'une, de 2 ou de 3 étoiles selon son niveau de significativité. La dernière colonne correspond au D de Cohen, qui est une mesure de la taille d'effet. Cette valeur est un indice quantitatif indiquant l'amplitude de la différence entre les deux valeurs comparées. La différence était considérée comme petite si le D de Cohen était inférieur à 0,2, modéré s'il était compris entre 0,2 et 0,5, grand s'il était compris entre 0,5 et 0,8 et très grand pour les valeurs supérieures à 0,8. Pour faciliter la lecture des données, nous avons utilisé un code couleur pour représenter l'amplitude de la taille d'effet, le rouge codant pour une petite taille d'effet et le vert pour une très grande taille d'effet. Enfin, nous utiliserons une jauge pour positionner nos données en regard de celles rapportées dans la littérature scientifique. Les 6 études retenues ne concernent que le tennis de table conventionnel puisqu'il n'existe à ce jour aucune donnée concernant le tennis de table en réalité virtuelle. Elles représentent une population de 77 joueurs pratiquant le tennis de table depuis plus de 5 ans et participant à des compétitions allant du niveau régional au plus haut niveau mondial, soit une population très différente de celle de notre étude. L'analyse des matchs de notre étude montre que les échanges en réalité virtuelle comprenaient en moyenne 3,5 coups, contre 4,4 coups en tennis de table conventionnel, et duraient 3,3 secondes, contre 3,7 secondes en tennis de table conventionnel, ce qui correspondait à une fréquence moyenne d'1,2 coups par seconde, contre 1,2 coups par seconde en tennis de table conventionnel. Le nombre de coups par échange et la durée des échanges n'étaient pas statistiquement différents entre les deux modalités de pratique. En revanche, la fréquence des coups en réalité virtuelle était 8% inférieure à celle du tennis de table conventionnel, soit une très grande taille d'effet. Notez que pour le tennis de table conventionnel, nos données concordent avec la littérature scientifique, et ce, en dépit des différences de niveau de jeu existant entre notre population et les populations de joueurs testés dans les autres études. Notre séquençage montre également que la durée moyenne des séquences non jouées entre les échanges était de 2,3 secondes en réalité virtuelle, contre 5,7 secondes en conventionnel, c'est-à-dire 2,5 fois plus faible. Cette différence était statistiquement significative avec une très grande taille d'effet.
La vidéo ci-dessous permet d'illustrer la vitesse à laquelle la balle redevient disponible pour le serveur en réalité virtuelle. La durée moyenne des séquences non jouées entre les manches était de 11,9 secondes en réalité virtuelle, contre 16 secondes en tennis de table conventionnel, sans toutefois que la valeur P n'atteigne le seuil de significativité. La durée moyenne de l'ensemble des séquences non jouées était statistiquement différente entre les deux modalités de pratique, avec une très grande taille d'effet. Elle durait en moyenne 2,8 secondes en réalité virtuelle contre 6,2 secondes en tennis de table conventionnel, c'est-à-dire qu'elles étaient plus de 2 fois plus courtes. Dans la littérature scientifique, la durée moyenne des séquences non jouées était systématiquement supérieure à celle mesurée dans notre étude. L'explication la plus probable tient à l'effet de l'expertise sur la durée des séquences non jouées. En effet, les études semblent montrer que la durée de récupération entre les échanges tend à augmenter avec le niveau de jeu. Or, notre étude a évalué des sujets débutants, alors que les études de la littérature ont été réalisées chez des sujets pratiquants à différents niveaux de compétition. Il est donc cohérent que nos sujets, débutants, prennent moins de temps entre deux échanges que les sujets experts testés dans les autres études. Pour l'ensemble des caractéristiques de match, il existait une différence significative entre les valeurs moyennes obtenues en réalité virtuelle et en tennis de table conventionnel. Une manche de tennis de table en réalité virtuelle durait en moyenne 1 minute et 54 secondes, contre 3 minutes et 13 secondes en tennis de table conventionnel, soit 41% de temps en moins. Les matchs en réalité virtuelle se jouaient à la vitesse moyenne de 9,9 points et 34,2 coups par minute contre 6 points et 25,4 coups par minute en tennis de table conventionnel, ce qui représentait une fréquence 65 et 35% plus importante. En réalité virtuelle, le temps de jeu effectif était de 54%, contre seulement 36% en tennis de table conventionnel, soit un écart de 18 points de pourcentage. Et le ratio entre le temps joué et le temps non joué était d'1,2 contre 0,6, c'est-à-dire 2 fois plus important. Ces différences sont d'autant plus remarquables que les valeurs mesurées en tennis de table conventionnel dans notre étude sont supérieures à toutes celles trouvées dans la littérature. Elles sont encore une fois associées au niveau de jeu de notre population. Chez les débutants, la durée des séquences jouées est la même que chez les experts, alors que la durée des séquences non jouées est plus faible. De fait, le temps de jeu effectif et le ratio jeu-récupération est plus important dans une population débutante que chez des joueurs experts. En résumé, lorsqu'on compare la pratique du tennis de table en réalité virtuelle avec celle du tennis de table conventionnel, il apparaît que les caractéristiques des échanges, comme le nombre de coups par échange et la durée des échanges, sont très proches dans les deux modalités. En revanche, la durée des séquences non jouées constitue une différence majeure. En réalité virtuelle, les séquences non jouées sont 2 fois plus courtes que dans la pratique conventionnelle, alors même que nos données sont inférieures à celles de la littérature. De ces deux observations, il découle que les coups, les points et les manches défilent plus rapidement en réalité virtuelle, mais également que le temps de jeu effectif, c'est-à-dire le temps passé à jouer, est plus important dans cette nouvelle modalité de pratique. Voici maintenant les données physiologiques obtenues au repos lors des sessions de test en réalité virtuelle et en tennis de table conventionnel. L'analyse statistique n'a montré aucune différence entre les deux sessions pour les 9 variables d'intérêt. Ce résultat n'est pas surprenant puisque les mesures ont été réalisées dans des conditions expérimentales identiques. Puisqu'il n'existe pas de différence initiale entre les deux sessions, alors toute différence observée au cours du match pourra être considérée comme un effet de la modalité de pratique. Mais avant de caractériser l'effet de la modalité de pratique, nous nous sommes intéressés à l'effet de la pratique du tennis de table en réalité virtuelle sur les variables physiologiques. Au cours du match de tennis de table en réalité virtuelle, nous avons observé une augmentation significative de toutes les variables physiologiques avec de très grandes tailles d'effet. La fréquence cardiaque moyenne est passée de 64 à 105 battements par minute, soit 33% de la fréquence cardiaque de réserve. La consommation d'oxygène, qui était de 4,4 ml par minute par kilo au repos, a été multipliée par 4,2 et a atteint une valeur moyenne de 18,3 ml par minute par kilo lors des 30 minutes de match. Le quotient respiratoire est passé de 0,8 à 0,87 et la fréquence respiratoire de 15 à 28,9 cycles par minute.
Enfin, la dépense énergétique moyenne, qui était de 1,6 kcal par minute au repos, a atteint 6,9 kcal par minute au cours du match en réalité virtuelle, soit 4,3 METS, c'est-à-dire une dépense énergétique 4,3 fois supérieure à la dépense énergétique de repos. C'est l'équivalent d'une activité physique à intensité modérée, comme la marche rapide, le golf ou encore l'aquagym. Au cours du match de tennis de table conventionnel, nous avons également observé une augmentation significative de toutes les variables physiologiques avec de très grandes tailles d'effet. La fréquence cardiaque moyenne est passée de 67 à 117 battements par minute, soit 42% de la fréquence cardiaque de réserve. La consommation d'oxygène a été multipliée par 5, atteignant une valeur moyenne de 21,8 ml par minute par kilo lors des 30 minutes de match. Le quotient respiratoire est passé de 0,82 à 0,87 et la fréquence respiratoire de 14,9 à 31,4 cycles par minute. Enfin, la dépense énergétique moyenne, qui était de 1,6 kcal par minute au repos, a atteint 8,2 kcal par minute au cours du match en tennis de table conventionnel, soit 5,1 METS, c'est-à-dire une dépense énergétique 5,1 fois supérieure à la dépense énergétique de repos. En comparaison de la littérature scientifique, il apparaît que la fréquence cardiaque et la consommation d'oxygène mesurées dans notre étude sont inférieures à celles rapportées par 4 autres équipes de recherche. La faible maîtrise technique de nos sujets pourrait avoir limité l'intensité des échanges et par là même la sollicitation cardio-pulmonaire. La dépense énergétique mesurée dans notre étude était légèrement supérieure à celle mesurée dans l'étude de Sperlich et collaborateurs, qui est à notre connaissance la seule étude scientifique ayant mesuré la dépense énergétique en tennis de table conventionnel. Toutefois, pour des raisons méthodologiques, nos données sont difficilement comparables. Enfin et surtout, nous nous sommes intéressés à l'effet de la modalité de pratique sur les variables physiologiques. Les valeurs moyennes, recueillies lors du match en réalité virtuelle, sont toutes significativement inférieures à celles mesurées lors du match de tennis de table conventionnel, excepté le quotient respiratoire et la dépense énergétique exprimée en METS, qui n'étaient pas différents entre les deux matchs. Les écarts varient entre 8 et 21% et l'amplitude des tailles d'effet vont de modéré à grand en fonction de la variable considérée. Ces résultats démontrent une sollicitation cardio-respiratoire plus faible en réalité virtuelle. Alors que nos données montrent que la réalité virtuelle permet d'augmenter le temps de jeu effectif, il est surprenant d'observer que cette caractéristique de jeu ne se traduit pas par une augmentation de la sollicitation cardio-respiratoire et de la dépense énergétique. Pour expliquer cette apparente contradiction, nous formulons deux hypothèses explicatives. La première, c'est que les déplacements et la gestuelle associés au jeu Eleven Table Tennis seraient réalisés sur des distances et des amplitudes plus faibles que pour la pratique conventionnelle, ce qui tendrait à limiter la sollicitation cardio-respiratoire et énergétique. La deuxième, c'est que dans la pratique conventionnelle, les séquences non jouées ne seraient pas complètement dénuées de dépenses énergétiques, puisqu'il s'agit le plus souvent d'aller récupérer la balle et donc de se déplacer. L'analyse de variance, réalisée sur l'évolution des variables physiologiques au cours du temps, n'a pas montré d'effet d'interaction entre la modalité de pratique et le temps. En d'autres termes, les variables suivaient la même cinétique lors des matchs de tennis de table en réalité virtuelle et conventionnelle. Pour résumer, notre étude montre que le tennis de table en réalité virtuelle induit une sollicitation significative du système cardio-respiratoire, qui se traduit par une dépense énergétique équivalente à celle d'une activité physique d'intensité modérée telle que la marche rapide. Toutefois, cette sollicitation physiologique est en deçà de celle induite par le tennis de table conventionnel, probablement en raison d'une économie gestuelle rendue possible par la réalité virtuelle. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer. Enfin, les cinétiques des variables physiologiques au cours des matchs n'étaient pas influencées par la modalité de pratique. Voici maintenant les scores moyens au questionnaire perceptuel recueillis après la phase de repos lors des 2 sessions de test. Comme attendu, l'analyse statistique n'a montré aucune différence pour les 5 variables perceptuelles, puisque les mesures ont été réalisées au repos dans des conditions expérimentales identiques. Lors de la session de réalité virtuelle,
les scores d'effort physique et d'effort mental perçus au cours du match, ainsi que les scores de fatigue physique et de fatigue mentale perçus après le match, étaient supérieurs aux scores obtenus lors de la phase de repos, avec de très grandes tailles d'effet. Seul le score de plaisir n'était pas significativement différent entre le repos et le match. Lors de la session de tennis de table conventionnelle, les scores d'effort physique, d'effort mental et de plaisir perçus au cours du match, ainsi que les scores de fatigue physique et de fatigue mentale perçus après le match, étaient supérieurs à ceux obtenus lors de la phase de repos, avec de très grandes tailles d'effet. En comparant les scores des questionnaires réalisés après les deux matchs, il n'apparaît pas d'effet de la modalité de pratique pour l'effort mental, le plaisir, la fatigue physique et la fatigue mentale. En revanche, la perception de l'effort physique au cours du match était supérieure en tennis de table conventionnel, pour une taille d'effet modérée. Ce résultat s'explique facilement en regard des mesures physiologiques qui ont mis en évidence une sollicitation cardio-respiratoire et énergétique plus élevée lors du match de tennis de table conventionnel. Il semble ici que la perception de l'effort physique puisse être en partie corrélée à l'activité cardio-respiratoire associée à l'exercice. En résumé, lors d'un match de tennis de table en réalité virtuelle, les niveaux d'effort et de fatigue perçus sont supérieurs aux valeurs de repos. Nous n'avons pas identifié d'effet de la modalité de pratique sur 4 des 5 variables perceptuelles mesurées. Seul le niveau d'effort physique lors du match en réalité virtuelle était inférieur à celui de la pratique conventionnelle, conformément aux résultats des mesures physiologiques. Pour rappel, notre étude s'était donnée pour objectif de caractériser l'activité du joueur de tennis de table en réalité virtuelle et de la comparer à celle du joueur de tennis de table conventionnel sur la base de variables associées aux caractéristiques de jeu, à la réponse cardio-respiratoire et énergétique et à la réponse perceptuelle. Nos résultats montrent qu'en réalité virtuelle, les caractéristiques des échanges se rapprochent beaucoup du tennis de table conventionnel. La durée des séquences non jouées est en revanche 2 fois plus courte en réalité virtuelle, ce qui tend à accélérer le déroulement des matchs et à augmenter le temps de jeu effectif. Sur le plan cardio-respiratoire, le tennis de table en réalité virtuelle induit une augmentation de la fréquence cardiaque, de la consommation d'oxygène et de la dépense énergétique, qui en font une activité d'intensité modérée, au même titre que la marche rapide, le golf ou l'aquagym. Toutefois, cette sollicitation physiologique reste en deçà de celle induite par le tennis de table conventionnel. Enfin, les niveaux d'effort et de fatigue perçus étaient augmentés par la pratique du tennis de table en réalité virtuelle. Le niveau d'effort physique perçu était néanmoins inférieur à celui recueilli après le match de tennis de table conventionnel, alors qu'il n'existait pas de différence pour les autres variables perceptuelles. Les conclusions de notre étude nécessitent cependant d'être modérées. Tout d'abord, notre protocole a été réalisé à partir d'un échantillon limité, quantitativement et qualitativement. La taille de notre échantillon n'est pas suffisamment grande pour formuler des conclusions robustes. Les résultats obtenus devront être soit confirmés par une étude incluant un plus grand nombre de sujets, soit intégrés dans une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse statistique compilant l'ensemble des données de la littérature scientifique sur la thématique. De plus, à ce jour, nous ne savons pas s'il existe un effet du niveau de jeu sur les variables que nous avons mesurées. Ce pourra être l'objet d'une prochaine étude. En attendant, il semble plus prudent de limiter nos conclusions aux pratiquants débutants et d'éviter de les extrapoler pour d'autres niveaux d'expertise. D'autre part, notre étude de la réalité virtuelle s'est portée sur le mode 2 joueurs, qui consiste à faire s'affronter 2 humains. Toutefois, il existe également un mode de jeu où le joueur affronte une intelligence artificielle dont le niveau de jeu est ajustable. Cette option présente l'avantage de s'adapter au niveau de jeu du joueur et ainsi de pouvoir moduler plus largement le niveau de sollicitation induit par la pratique. Il nous semblerait pertinent qu'une nouvelle étude explore spécifiquement ce mode de jeu. Enfin, à une échelle plus macroscopique, il est nécessaire d'avoir conscience que notre étude offre un point de vue nécessairement orienté et parcellaire sur les bénéfices et les limites de la réalité virtuelle. Elle permet d'apporter un éclairage technique et physiologique sur la pratique d'un sport en réalité virtuelle, mais elle nécessite d'être complétée par l'angle de vue d'autres disciplines scientifiques telles que les sciences humaines ou écologiques. Je vous remercie pour votre attention.
Merci également aux 14 participants de l'étude pour le temps qu'ils nous ont accordé, à mes 4 co-investigateurs, Simon Oliveau, Samuel Soufoy, Hugo Rabessona et Marc Jubot, aux directeurs et responsables des structures impliquées dans cette étude, Aude Régade, directrice du CREPS, Gérard Baudry, responsable du PRNSI, Frédéric Legentilhomme, responsable régional de la haute performance, et Marion Debouche, responsable du service sport de haut niveau. À la Fédération française de tennis de table, partenaire du protocole, et au laboratoire M2S de l'Université de Rennes pour la location d'un analyseur de gaz.